C'est ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par quelques remerciements. Merci à l'Intercollectif pour l'organisation et la tenue de cette semaine décoloniale dont nous avons absolument besoin. Et je voudrais remercier en particulier Samia qui m'a contacté et Tiki qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Donc je vais reprendre quelques points qui ont déjà été évoqués par Saïd dans sa présentation, qui était une véritable introduction aux problématiques. Mais on m'a demandé ce soir de réfléchir ou d'offrir des pistes de réflexion sur la question du déboulonnage des statuts, du fait de renommer, par exemple, des noms de rues, dans mon domaine de recherche qui, au départ, est vraiment concentré sur les Amériques anglophones, sur les États-Unis en particulier. Donc j'ai décidé de réfléchir un peu à ce qui s'était passé depuis 2015 dans le sud des États-Unis notamment. Je voudrais aussi évoquer un peu l'Afrique du Sud, qui est à la même période. Ça vient de nous rappeler que ces événements ont été simultanés et se sont déployés et déroulés dans plusieurs endroits du monde, dans plusieurs continents du monde en même temps. Ce qui veut dire que la situation, évidemment, que les revendications, elles sont à la fois locales, et elles sont aussi mondiales, transnationales. C'est-à-dire que ce qui trouve un écho, je ne sais pas, au Brésil, au Mexique, peut se voir réverbérer sur le continent africain, en Europe, et dans même les extensions de l'Europe dont je voudrais parler, dans le cas des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Donc effectivement, il est important de rappeler que même s'il y a eu une accélération de cet activisme, de ces mobilisations sociales ou parfois estudiantines autour de la question du déboulonnage des statuts, autour de la question du nom des rues. On a le mouvement Rhodes Must Fall qui s'est propagé depuis l'université du Cap en Afrique du Sud, donc l'Afrique du Sud sur le continent africain bien entendu, terre de l'apartheid. Et donc en 2015, il y a eu des étudiants sur le campus de l'université du Cap qui se sont mobilisés pour demander que la statue de Cecil Rhodes soit déboulonnée. Cecil Rhodes, puisque si on parle de ces déboulonnages, il faut aussi parler de ce que représentent ces personnes. Donc Cecil Rhodes a été à la tête de la colonie du Cap à la fin du 19e siècle. C'était un impérialiste, un entrepreneur et un homme riche de son époque. C'était aussi le fondateur de la Rhodésie, donc une colonie britannique qui comportait à l'époque ce qui est devenu le Zimbabwe depuis, et un autre pays que j'oublie, c'était le Zimbabwe et autre chose à Rhodésie. En tout cas, c'est le cofondateur. Et Cecil Rhodes est également célébré jusqu'à l'université d'Oxford au Royaume-Uni aujourd'hui, puisqu'il y a une bourse d'études pour des recherches avancées très prestigieuses qui s'appelle la bourse Rhodes et qui finance des travaux de recherche menés par des chercheurs du monde entier aujourd'hui, alors qu'au départ c'était plutôt des Britanniques et puis quelques Américains. Au départ c'était aussi exclusivement des hommes et pendant très longtemps ça n'a jamais été à la portée d'Africains, alors que Cecil Rhodes a fait fortune sur le continent africain. Donc en 2015, il y a cette mobilisation qui démarre sur l'université de Cape Town en Afrique du Sud, qui est relayée notamment par la force des réseaux sociaux et qui pénètre un peu les imaginaires du monde entier. La même année, en 2015, il y a toute une mouvance aux États-Unis sur la question du déboulonnage des statuts dans le sud des États-Unis. Et donc, une fois encore, il faut se poser la question de ce que représentent ces statuts, qui est mis en avant sur ces statuts dans le sud des États-Unis. Donc, on parle ici des statuts de confédérés, c'est-à-dire des leaders, des généraux, des personnes qui ont été très investies dans les États confédérés d'Amérique. Les États confédérés d'Amérique, qu'est-ce que c'est? C'est 11 États états-uniens qui, à la fin,
on va dire à partir de 1860, ont tout simplement, tout simplement déclarés indépendants des États-Unis, ont fait sécession, ont fondé leur propre nouvel État-nation, ont élu leur président, ont organisé leur armée, ont attaqué les États-Unis, et la séparation entre les confédérés d'Amérique et les États-Unis d'Amérique s'est faite sur la question de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que je veux dire, toute une histoire liée à l'activisme autour de la question de l'abolition, à partir des années 1850 et 60, il est clair dans la société états-unienne que l'esclavage va être aboli. Sauf que cette décision de l'abolition de l'esclavage, elle vient du gouvernement fédéral. Et les États-Unis, politiquement, fonctionnent à deux niveaux, et ça a toujours été une guerre politique depuis l'établissement on va dire 1787, mais en tout cas depuis la déclaration de l'indépendance des États-Unis, arrachée à la couronne britannique en 1776. Politiquement, les États-Unis sont dirigés à deux niveaux. Il y a le niveau fédéral et il y a le niveau étatique, enfin État par État. Et donc il y a toujours eu une tension entre le droit des États, l'autorité des États, et l'autorité détenue, le pouvoir, la puissance détenue par l'État fédéral. Et ça, c'est une tension qui existe dans la vie politique américaine depuis le départ, avec des partisans de droits affirmés et forts pour les États individuels, et d'autres, ceux qu'on appelle les fédéralistes, qui sont en faveur d'une autorité suprême qui serait détenue par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire tout ce qui se passe à Washington. Quand on est dans le cadre de l'abolition de l'institution de l'esclavage aux États-Unis, c'est Washington qui est en faveur de l'abolition de l'esclavage pour tout le pays. Mais les États, notamment les États du Sud, qui sont plus dépendants de l'institution de l'esclavage au niveau économique, ce qui ne veut pas dire que l'esclavage n'a pas existé dans les autres États du Nord des États-Unis, mais en tout cas, dans les États du Sud, c'était vraiment primordial. Donc, quand est envisagée cette option d'abolir l'esclavage, les États confédérés quittent la nation américaine, disent nous ne faisons plus partie des États-Unis, nous fondons les États confédérés d'Amérique et nous faisons la guerre aux États-Unis, voilà, pour asseoir notre indépendance et notre autonomie. C'est ça la guerre de sécession. La guerre de sécession, au final, elle a duré 4 ans. Elle a été remportée par les États-Unis d'Amérique qui ont ensuite tout fait pour réintégrer les États qui avaient fait sécession dans la cohésion, dans l'unité nationale. Et c'est après la guerre de sécession, à partir des années 1870-1880, au moment où se met en place graduellement la ségrégation, que sont érigés des statuts qui sont à la gloire des anciens leaders des confédérés. C'est de là qu'elles datent, ces statuts-là. Et donc, à partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1920, vous avez cette première phase on va dire, d'érection de ces statuts-là. Et après, vous avez une deuxième phase qui recommence à partir des années 50 et 60. Donc, les mobilisations ou le questionnement de ces statuts, d'érection de ces statuts, encore une fois, comme l'a dit Saïd, n'est absolument pas récent. C'est-à-dire que dès que ces statuts ont été mis en place, dans le contexte en plus de la ségrégation à l'époque aux États-Unis, il y a déjà des voix qui s'élevaient contre cette célébration d'une mémoire problématique. Puisque la question que pose le nom donné le nom donné aux statuts qui apparaissent dans l'espace public est évidemment éminemment politique. Ces statuts-là disent quelque chose de la société en question. Ces statuts-là représentent ou incarnent les valeurs qui sont censées être mises en avant par cette société. Donc si on a une société sudiste états-unienne anciennement confédérée qui, à partir de la fin du 19e siècle, décide de commémorer de grandes figures de la Confédération, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la mémoire nationale
de la mémoire globale du pays quant à la question de l'esclavage et quant à la question des droits à être accordés ou non accordés à une population. Là, on parle des Africains-Américains, mais il y a plein de problèmes avec d'autres groupes minoritaires, évidemment, à commencer par les populations autochtones. Mais en tout cas, dans le cadre de la guerre de sécession, la bataille se joue autour du récit, et autour du récit qui est présenté comme acceptable par une frange de la population qui a assez de puissance, qui a assez de moyens pour imposer ce récit-là. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à la situation aux États-Unis, qui fait que quand en 2015, bien sûr qu'il y a eu la campagne Rhodes Must Fall en Afrique du Sud, mais qu'il y a aussi eu la tuerie en Caroline du Nord, ce jeune Américain blanc qui avait pénétré une église africaine-américaine, une ancienne en plus, église africaine-américaine, et qui avait tué 9 membres de cette congrégation. Il y avait eu ce rappel de toutes les mobilisations qui datent du 19e siècle, enfin cette fin du 19e siècle que je viens de décrire, et qui visait à contredire, contrecarrer, essayer de contrer ce récit qui était imposé par les vaincus de 1865. Donc c'est juste un rappel, 2015, c'est un rappel de lutte et de compétition dans les récits qui sont mis en avant par différentes franges de la population et différentes franges qui ont des intérêts évidemment très 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 opposés. La question de donner un nom, elle se pose, enfin, je veux dire, depuis le début de l'histoire. Évidemment, là, on est en plein milieu de cette semaine décoloniale qui prend pour départ cette date qui est commémorée, en tout cas dans plusieurs endroits du monde, j'allais dire mondialement, mais en tout cas dans une certaine partie du monde, qui implique différents pays et qui tourne autour de l'arrivée de Christophe Colomb dans ce qui a été nommé les Amériques. Le nom même des Amériques est un nom qui a été imposé. En 1492, quand Christophe Colomb atteint ce continent, quand il entre par la porte d'entrée que constitue l'archipel des Caraïbes, il croit qu'il est arrivé en Inde. C'est une erreur, enfin une erreur historique, on le sait, qui fait qu'en anglais, jusqu'à aujourd'hui, pour désigner la Caraïbe, une des façons de désigner la Caraïbe, c'est d'utiliser la terminologie West Indies, les Indes occidentales. Donc, quand Christophe Colomb arrive dans les Amériques, au nom de la couronne espagnole, il saisit la terre, il colonise, il l'exproprie, mais il nomme. Donc il y a toute une politique autour de la nomenclature, il y a toute une politique autour de la cartographie. Qu'est-ce qui va devenir, je sais pas moi, la Jamaïque, qu'est-ce qui va devenir ce qu'on va nommer Brésil, ce qui va devenir Argentine, ce qui va devenir, par exemple, les États-Unis, dans le cas des États-Unis. Donc il y a tous ces noms-là, quand par exemple les Britanniques arrivent dans le territoire qui va devenir les États-Unis, quand ils arrivent et qu'ils développent la première colonie pérenne en 1607, ben, ils appellent ça la Virginie. Ça, c'est le nom qu'ils ont donné. Ça n'a rien à voir avec le nom qui était utilisé par les populations qui étaient déjà sur place. Quand on nomme le territoire Virginie, il y a quand même une réflexion à mener autour du sens. Évidemment que la symbolique, elle est importante. Virginie, donc du latin, est-ce que la terre est vierge? Est-ce que la terre est vide? C'est ça que ça veut dire, Virginie. La terre, elle est vierge. Ce qui veut dire que l'histoire commence avec l'arrivée d'une certaine population sur ce territoire. Et en cela, c'est un effacement radical et violent de tout ce qui s'est passé avant et des populations qui sont en présence sur ce territoire. Donc on pourrait décliner ça. Qu'est-ce que ça veut dire que la Pennsylvanie? Qu'est-ce que ça veut dire que le Massachusetts aux États-Unis? Ou plein d'autres endroits de ce continent. Mais dans le même sens, puisqu'on a parlé, Saïd a aussi évoqué la question des résistances, dans le même geste, quand les résistances ont lieu et quand elles ont l'opportunité de saisir une victoire, elles aussi, elles s'emparent, ces résistances, elles s'emparent des noms. Quand on pense à Saint-Domingue, par exemple, une des, l'île qui a été nommée Hispaniola par Christophe Colomb à son arrivée,
qui a été emparé par la France et que la France a renommé Saint-Domingue, et qui, suite à la révolte d'esclaves débutée en 1791, mène à l'indépendance d'un endroit qui va s'appeler Haïti. Donc là encore, on perçoit la guerre des noms. On passe d'Hispaniola à Saint-Domingue, à Haïti, quand une partie de l'île, en tout cas, devient indépendante et utilise un nom qui vient en fait de langues qui étaient parlées par les populations autochtones avant l'arrivée des Européens. Donc il y a toujours ce va-et-vient, et il y a toujours cette question de la gestion, de la négociation, ou dans un cadre vraiment plus injuste et inique, de l'imposition d'un agencement, d'un ordonnement et d'un récit qu'on veut imposer. Et donc l'une des autres questions qui émerge dans ce sens, c'est quel est le récit que l'on veut donner d'une nation ou d'une société? C'est ça la question. Il y a plein d'alternatives. Quand on parle de l'approche décoloniale, cette approche décoloniale remet en question les chronologies. Elle date, c'est-à-dire que si on considère que l'histoire commence en 1492, évidemment, des populations existent encore et pour dire et pour témoigner que l'histoire ne commence pas en 1492, puisqu'il y avait une vie avant Christophe Colomb. Donc à partir de quel moment on compte? Qui entre dans le récit? Qui est représenté? Qui est, incarné, notamment dans l'espace public? Ce sont les questions qui sont soulevées par cette attention portée au nom de rue ou au statut. Et un autre point, et je pense que je finirai là, parce qu'on m'avait demandé de faire un quart d'heure, un autre point que je voudrais développer, c'est que oui, l'activisme autour de la remise en question de ce récit imposé, et qui est un récit paradoxal et contradictoire par rapport aux valeurs qui sont prônées par les sociétés. Si on prend la société française ou la République française, dont la devise nationale est censée être liberté, égalité, fraternité, il ne peut pas avoir de liberté, égalité, fraternité si un personnage tel que Faidherbe est célébré, puisque cela pose la question de liberté pour qui, fraternité pour qui. Si on parle de Christophe Colomb, oui, l'explorateur ou le découvreur, là aussi, on se place dans une dimension, une perspective, une approche particulière, parce que la découverte n'a eu lieu que pour les personnes qui ne connaissaient pas, mais des personnes connaissaient, et des personnes incarnées, des personnes vives, mais celles-là ne comptaient pas. Donc c'est ça, c'est le paradoxe entre le récit fantasmé, le récit diffusé, et notamment à travers toute la nomenclature des lieux, des villes et l'érection de ces statues. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a le récit qui est contesté par des personnes qui ont quelque chose d'autre à dire de cette histoire, de cette confrontation, de ces arrivées, ou de ces circulations de population. Donc la réflexion, l'activisme autour de ces questions va bien au-delà de 2015. Un des paradoxes en Afrique du Sud, c'est que les premiers à avoir élevé la voix contre la statue de Cecil Rhodes, par exemple, c'était les Afrikaners. C'était les Afrikaners. Dès les années 1930, puisque Cecil Rhodes et sa statue sur le campus de l'université de Cape Town date des années 1930, les Afrikaners étaient mécontents de cette commémoration et de cette célébration de Rhodes, parce que Rhodes avait été en faveur de, la continuité coloniale de l'Empire britannique, qui s'était opposé à la création de l'Afrique du Sud en tant qu'État-nation, l'indépendance de l'Afrique du Sud. Donc c'est intéressant de voir que si aujourd'hui on peut se dire en 2015 ce sont des Sud-Africains noirs énervés qui n'ont pas le sens de l'histoire, on peut revenir aux années 1930 et voir qu'en 1930, il y avait une autre contestation. Les contestations peuvent venir de différentes franges de la société et avec des intérêts parfois divergents. En 1930, même les Afrikaners blancs étaient contre cette célébration de Rhodes.
Donc ça, c'est un point paradoxal que je voulais mentionner. Et je voulais terminer sur la question des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer français, puisque quand on parle de Rhodes, la campagne Rhodes Must Fall en Afrique du Sud, ou quand on parle des statuts confédérés aux États-Unis, ou même des statuts d'esclavagistes en Grande-Bretagne, et qui sont très largement couverts par les médias mainstream français, ben, on oublie que dans les Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer français, il y a eu aussi un activisme et qui ne date ni de 2015 ni de 2020. Quand on parle de la statue de Joséphine, Joséphine, donc la première épouse de Napoléon qui était originaire de la Martinique, la première décapitation, donc un acte symbolique très fort, la première décapitation de Joséphine, elle a eu lieu en 1991. Mais en 1991, on ne portait pas autant d'attention à ce qui se passait localement dans ces territoires-là qui sont si distants géographiquement de la France. Aujourd'hui, évidemment, par une différence dans le rapport de force, il devient de plus en plus impossible de laisser de côté toute agitation sociale ou politique qui se déroule dans ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Donc, si la statue de Joséphine de Beauharnais qui a été détruite en 2020, finalement, si on se dit, on la place uniquement dans le cadre de, je sais pas moi, George Floyd ou même 2015 et ce qui se passait aux États-Unis, c'est aussi une négation de l'activisme qui a eu lieu aux Antilles et aux Antilles françaises depuis des décennies, enfin bien avant. Si on parle de 1991, ça c'est la première. Au début, elle a été décapitée, après on lui lançait régulièrement de la peinture rouge pour symboliser le sang. Enfin voilà, donc il y avait quand même une conversation avec un certain récit de l'histoire française, et une histoire française qui est entrée de plein pied dans l'histoire impérialiste, colonialiste, esclavagiste, puisque voilà, Joséphine, en l'occurrence, de Beauharnais, était la première épouse de Napoléon, qui a fait beaucoup pour le rétablissement de l'esclavage après que l'institution ait été abolie par la Convention en 1794. Donc voilà, ce sont ces ramifications et ces contestations, ces luttes pour essayer d'établir un récit qui pourrait tout simplement convenir au plus grand nombre. Et un récit qui pourrait également impliquer une véritable, je sais pas, peut-être la fin d'une hypocrisie et une véritable démocratie, une véritable justice, une véritable égalité. Et donc il y a une différence entre prôner des valeurs et les pratiquer. C'est ça que montre tout l'activisme, je pense, autour de la question du déboulonnage et la question du nom des rues. Les noms de rues qui sont donnés ne sont pas du tout, ne sont pas naturels, peuvent toujours être datés, représentent un ordre sociopolitique. Voilà, qui a le droit d'investir pleinement l'espace public, qui est aux commandes de la symbolique de la nation, et qu'est-ce que cet ordre symbolique et sociopolitique signifie pour les populations. Donc c'est la bataille à mener, c'est des batailles qui ont toujours été menées. Il n'y a rien de nouveau, on va voir qui va gagner à la fin. Je vous remercie.